Voilà, cette fois-ci, c'est l'entrée officielle, après les préparatifs officieux. Voilà, bienvenue aux dernières personnes qui nous rejoignent. Nous n'allons pas tarder à déclarer officiellement ouverte cette 5e édition du World Impact Summit. Je vous accompagne pour ma part toute la matinée et encore un peu en début d'après-midi, puis vous retrouverez aussi demain. Alors je vais appeler à me rejoindre quelqu'un qui est évidemment à l'initiative de cet événement pour déclarer l'ouverture. Il est né à La Teste, on ne le sait pas toujours, c'est un local de l'étape. Il est passionné depuis tout petit par la nature et dès qu'il a pu, il s'est engagé à la fois au niveau associatif mais aussi entrepreneurial. Quand j'interroge un peu ceux qui travaillent avec lui, après des études de management d'entreprise et aussi à l'international, j'ai interrogé un peu ses proches et on m'a dit, mais au-delà de la jeunesse, ce qui le caractérise et ce qui tient à cœur, ce qui lui tient à cœur, c'est l'envie d'innover, d'accélérer. Et c'est vrai que le pouvoir de la mise en relation est démontré puisque nous arrivons cette année au World Impact Summit 5e édition. Donc la preuve par l'exemple qu'une de ses compétences clés, la mise en relation des bonnes personnes au bon moment, a vraiment un pouvoir d'agir, ça marche. Donc pour cette 5e édition, j'appelle à me rejoindre le fondateur et président de l'événement, Nicolas Pereira. Vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît. Merci Camille. Et avec plaisir, avec plaisir. Bonjour à tous et toutes. Alors Nicolas, première question, faisons un peu connaissance, mais surtout connaissance avec cet événement, l'idée de départ, comment elle vient, comment ça se crée, comment vous vous y êtes pris pour mettre en place tout ça, 5 ans plus tard. Donc si on refait un retour en arrière. Un retour en arrière. Alors l'idée initiale de la création de l'événement, et je pense que la plupart des acteurs qui sont présents dans la salle aujourd'hui sont convaincus aussi de ce besoin, c'était la volonté de fédérer les acteurs autour des grands enjeux du climat évidemment, mais surtout autour de l'action et des solutions qui sont aujourd'hui présentes, et qui sont présentes d'ailleurs nombreuses sur l'événement dans la partie village, parce qu'au-delà des discours, qu'on est en train de faire d'ailleurs, mais au-delà des discours, il y a une nécessité importante de passage à l'acte rapide pour notamment les acteurs économiques qui sont essentiellement présents ici. Et donc la genèse de cet événement, c'est fédérer autour d'une transition écologique positive qui porte des solutions. Et effectivement, les acteurs institutionnels, les acteurs privés, les entreprises, les associations sont ici représentés pour porter ce message, pour présenter des solutions et montrer qu'en fait, c'est un objectif de fédérer autour de ces sujets, parce que je pense que c'est vraiment comme ça qu'on réussira cette transition écologique. Et vous vous souvenez du jour où vous avez pensé « je vais le faire » ? Oui, absolument. Vous nous racontez un petit peu ? Alors l'événement initialement, alors pour également un peu élargir le spectre, initialement j'ai créé une société qui s'appelle Soliland, qui fait du financement de projets à impact positif. Et dans cette aventure de financement participatif de projets, où on réunissait des individus, des particuliers autour de l'enjeu de financement des projets, on s'est rendu compte que la plupart des projets que l'on accompagnait avaient un problème ou un besoin, c'était de rencontrer des acteurs, de créer du lien avec des acteurs plus gros, des grandes entreprises, des associations, des institutionnels, des collectivités. Et donc c'est de là qu'est née initialement cette idée de la création du World Impact Summit, avec l'objectif de permettre à toutes ces solutions naissantes de rencontrer potentiellement des partenaires, des fournisseurs, des clients qui leur permettent de grandir et de passer à l'échelle. Parce que quand on parle de transition écologique et du défi climatique, le seul vrai sujet qui nous concerne, c'est celui de l'ordre de grandeur et du passage à l'échelle. Il faut faire plus vite, plus large. Voilà, et vraiment accélérer avec l'ensemble des acteurs. Donc c'était ça l'objet, et c'est grâce à des réflexions qu'on a reçues d'entreprises qu'on accompagnait qui disaient mais nous on a du mal à rencontrer les acteurs qu'il nous faudrait, et donc cet événement est né il y a 5 ans, et à l'époque l'impact était un sujet qui était nouveau pour la plupart des gens, et aujourd'hui il est largement pris en compte par notamment les entreprises qui ont intégré à leur stratégie cette question d'impact, parce que c'est important pour elles dans leur évolution, dans leur transformation écologique face aux enjeux actuels. On va voir d'ailleurs pendant ces 2 jours qu'il y a un vrai gap de prise de conscience en ce moment. Alors justement, on parle de gap. Quel est le gap qui s'est joué notamment entre la 4e édition et celle-ci ? Est-ce qu'il y a là aussi un passage d'échelle ?
flagrant. Oui, pour le coup, nous aussi, on est directement concernés. Alors, l'événementiel dans sa globalité, le secteur de l'événementiel a été très fortement impacté par les années Covid, donc les 2 dernières années. On n'y a pas échappé sur un événement qui tombe en décembre, forcément, enfin fin novembre, début décembre, on est nécessairement concerné. Et donc, on a cette année, pour la première fois, on n'a jamais eu autant d'inscrits, d'une part, sur l'événement, et aussi un nombre aussi important de solutions qui sont présentes dans le village et qui rendent cette transition écologique dont on parle concrète, parce que sur tous les secteurs d'activité qui sont représentés, et il y en a de nombreux, et vous le verrez si vous allez dans ce village des solutions, on a finalement la capacité de répondre à plein de problématiques que rencontrent les collectivités et les entreprises. Et donc c'est vraiment ce gap qui a été franchi parce que ça nous permet de répondre à toutes les interrogations des entrepreneurs, des organisations dans leur ensemble qui se posent la question de comment je fais concrètement ma transition écologique. Eh bien, il y a des solutions, et là, on en a près de 160 qui sont présentes et qui permettent de répondre à ces enjeux. Et donc, qu'est-ce qu'on peut attendre et qui on peut attendre ou à quoi s'attendre pour ces 2 jours? Alors, sur ces 2 jours, on a choisi de traiter des thématiques par demi-journée. Alors, si vous êtes déjà venu, oui, c'est pas nouveau puisqu'on le faisait déjà l'année dernière. Sur 4 grandes demi-journées thématiques. La première, qui s'ouvre ce matin, autour des enjeux environnementaux, de la protection de la ressource en eau, de la biodiversité, qui sont là aussi des enjeux nouveaux que les entreprises avaient assez peu anticipés et pris en compte jusqu'à présent dans leur stratégie et qui commencent à devenir un sujet important. Cet après-midi, on parlera des territoires. On est à Bordeaux. C'est un choix de positionner l'événement à Bordeaux et de faire en sorte que ce soit un événement à rayonnement national et international, mais qui est quand même et d'abord un événement dans les territoires, avec une logique de faire remonter les solutions locales vers le global et pas l'inverse. Donc une après-midi sur les territoires, sur la construction durable, sur l'aménagement, qui sont des sujets évidemment importants. Demain matin, on traitera d'une question également qui s'est imposée dans l'actualité en début d'année, qui est celle notamment de l'énergie et plus globalement de l'ensemble des flux qui sont dépendants de l'énergie. Donc on parle des transports, on parle des mobilités et de l'énergie elle-même qui est consommée par nous tous et nous toutes chaque jour. Donc cette question-là le jeudi matin, et le jeudi après-midi, on traitera de la question de la gestion des déchets, de la réduction des déchets, de l'économie circulaire, qui là aussi est une question très importante, puisque dans la réflexion que l'on porte avec le World Impact Summit, ces 4 grandes demi-journées thématiques permettent de répondre à la majeure partie de la nécessaire transformation des entreprises et sortir d'une économie linéaire, c'est-à-dire qu'on prélève de la ressource, on la consomme et elle devient un déchet. C'est vraiment un enjeu majeur de créer cette économie circulaire où le déchet devient une ressource nouvelle et donc on limite les prélèvements dans les milieux naturels, dans la nature. Et c'est pour ça qu'on a choisi aussi de traiter cette thématique jeudi après-midi. Très bien, donc les facettes, en tout cas 4, qui permettent de faire à peu près le tour de cette question complexe. Vous savez que complexité, ça veut dire tout est lié. Donc évidemment, il faut quand même au moins regarder quelques facettes. Très concrètement, maintenant, racontez-nous un tout pour qu'on sache bien, quand on est ici, tout ce qui se passe aussi autour, et puis ceux qui nous suivent de loin. Et puis j'ai cru comprendre qu'il y avait plus de 55 pays quand même, donc si vous parlez de rayonnement international, voilà, plus de 55 pays ou représentés ou qui nous suivent pendant ces 2 jours. Oui, on a des inscrits, donc on a plusieurs milliers d'inscrits, on n'en a jamais eu autant, près de 10 000. Et il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits à l'international, et donc on a 55 pays inscrits. Avec certains qui sont d'ailleurs assez étonnants puisque c'est des tout petits pays qui sont représentés et c'est tant mieux, ça veut dire que le rayonnement des solutions que l'on porte va au-delà des frontières et tant mieux. On a sur ces séquences qui vont s'ouvrir plusieurs aussi speakers importants. On a notre parrain Bertrand Piccard qui sera là aujourd'hui et demain, qui arrive cet après-midi et qui sera présent pour soutenir et présenter des solutions de la Fondation, puisqu'il y a une allée dédiée à la Fondation Solar Impulse. On a également, on attend la participation de 3 ministres, certains en présentiel, d'autres en distanciel, qui vont présenter là, les objectifs du gouvernement. Même si on considère toujours, parfois à tort et parfois à raison, qu'on ne va pas assez vite, et surtout à raison d'ailleurs quand on parle de la transition écologique, il y a des choses qui sont en train de bouger, on souhaite les mettre en valeur sur l'événement parce que c'est aussi notre rôle, et la participation d'autres collectivités. Donc on attend beaucoup de speakers, hein, près de 200 sur Alors ces 2 jours. il y a les speakers, mais il y a aussi les networking, les pitch Absolument. solutions. Enfin voilà, racontez-nous ça, les coursives, les coulisses un peu. On va voir ces conférences qui vont se tenir ici et dans la plénière en face. Et ensuite, on a aussi demain matin un WizInvest. Donc là, c'est la rencontre des investisseurs, des financeurs avec les solutions.
parce que le passage à l'échelle, c'est aussi un enjeu de financement d'argent. Et donc, pour ces entreprises, il y a un enjeu important à lever de l'argent auprès de ces financeurs, qui sont principalement des fonds. Et effectivement, dans le village, mais aussi à l'étage, vont se dérouler d'autres séquences d'ateliers qui sont des ateliers de formation, de réflexion, d'échange. On est sur des jauges qui sont beaucoup plus petites parce que ça permet l'échange et que pour aussi activer la transition écologique, il faut échanger. Il faut créer les échanges entre les acteurs et c'est ce que nous faisons. On a aussi une scène ouverte qui est là pour le coup totalement nouvelle dans le dispositif du World Impact Summit. Cette scène ouverte, l'objectif c'était au-delà de nos thématiques que nous allons traiter pendant les 2 jours de l'événement, on a une scène ouverte qui va s'ouvrir à d'autres sujets que l'on ne traite pas dans la programmation officielle, mais qui nous permettent aussi de tester ces thématiques, de savoir si c'est des choses qui intéressent les entreprises, sur lesquelles elles se posent des questions et qui vont donc être potentiellement nos thématiques de demain sur l'événement. Je regardais l'heure parce que voilà, mais ça va, on est encore dans les temps. Il faut quand même commencer à l'heure la première table ronde. Non, du coup, quelques mots bien sûr sur l'avenir du World Impact Summit. Il y a cette 5e édition, et puis est-ce que vous avez déjà une intuition plus peut-être qu'une vision, mais en tout cas une intuition de là où vous avez envie d'être demain, après-demain? Eh bien, en 2030, en 2050, pour parler objectif. Oui, pour parler objectifs climat qui sont effectivement souvent à 2030 et 2050. Alors, on ne voit pas forcément si loin, même si on souhaite accompagner l'ensemble des acteurs qui s'engagent dans cette voie de la transition écologique et de l'accélération écologique. Ce qu'on voit tout de suite, en tout cas, c'est qu'il y a effectivement une augmentation du nombre de solutions qui existent. Un échantillon est représenté ici. Donc, l'objectif, c'est de faire grandir ce village avec un objectif principal, qui est celui de démontrer, et je pense que vous y participez ici, que les solutions existent. Alors, on peut être pessimiste dans la situation actuelle, et parfois je peux partager une forme de pessimisme par rapport à la lenteur sur le sujet de la transition écologique, mais pour autant, ce qui est important sur ce type de rassemblement, c'est qu'on voit que des solutions existent, on voit que c'est activable, et donc le sujet, je le disais au départ, et ça reboucle avec mon introduction, le sujet, c'est celui du passage à l'échelle, c'est celui de grandir et de l'ordre de grandeur face au défi qui est devant nous, et donc on va imaginer, on va construire un écosystème qui est capable, sur tous les sujets auxquels font face les entreprises dans la transformation, de proposer des solutions multiples et donc de faire écosystème pour remplacer ce qui existe et que l'on veut voir diminuer ou disparaître, tout en continuant à créer des emplois, en créant des solutions qui permettent de remplacer des systèmes qui peuvent être aujourd'hui nocifs pour l'environnement. Donc un écosystème bien vivant, on lui souhaite longue vie en tout cas, et donc vous l'avez compris, un des objectifs, pas de lignes qui bougent sans rencontre, finalement c'est les rencontres qui font bouger les lignes, donc rencontrer pendant ces 2 jours, écoutez, laissez-vous interpeller mais rencontrez. Écoutez, merci beaucoup Nicolas Pereira d'avoir été à l'initiative de cette grande aventure. Et puis vous restez évidemment partout. Dans le coin. Partout. Et donc on peut officiellement déclarer cette 5e édition ouverte avec cette prochaine conférence qui va démarrer juste après ce propos introductif. Merci d'être là pour ceux qui sont à distance et qui nous suivent. Et bonne conférence, bonne rencontre, bon sommet pour ces 2 jours et à très vite à l'intérieur de l'événement. Merci Camille. Beaucoup, merci. Alors peut-être qu'il y a on m'a dit qu'il y avait peut-être une petite jingle ou je sais pas, quelque chose comme ça, petite vidéo qui passe pour annoncer les suivantes tables rondes. Est-ce que je me suis trompée ? Puis c'est parfait parce que ça me laisse juste le temps d'avoir ce qu'il faut pour appeler nos prochains invités qui effectivement vont nous instruire, nous interpeller et témoigner aussi sur ce premier sujet de la table ronde d'ouverture. Vous savez que nous sommes faits, en tout cas quand un bébé humain naît, j'ai appris ça la semaine dernière avec Gilles Boeuf, vous savez, biologiste. Ah, je sais, il a ses fans, il est merveilleux, Gilles Boeuf. Bref, il nous a appris la semaine dernière que quand nous naissons, nous sommes faits à 3/4 d'eau. Et d'ailleurs, les humains, en grandissant, les femmes gardent un peu moins d'eau pour mettre un peu plus de masse lipidique, pour plaire à ces messieurs. Donc, vous voyez, voilà, on apprend des choses. Et donc, on va continuer de se laisser instruire, d'apprendre, d'être interpellé. Et puis, bien sûr, comme vous le savez, il n'y aura pas de questions-réponses dans la salle, parce que sinon, nos auditeurs à distance seraient un peu frustrés à leur tour. Mais
Voilà, plein d'espace pour pouvoir poursuivre les discussions après. En plus, chaque question que ça pourrait vous poser sera forcément singulière, donc vous pourrez rencontrer nos invités après. Alors j'ai le plaisir, et ils vont attendre que je les ai bien nommés avant de monter sur scène, s'il vous plaît. J'ai le plaisir d'inviter à me rejoindre Nicolas Hilbert pour l'Agence de l'eau, Fabrice Sitterman pour la DREAL de Nouvelle-Aquitaine et Juliette Verseux de Sibios. Merci de les applaudir et de leur faire un gros accueil. Voilà, on va leur laisser le temps de s'installer, de choisir leur place. Alors, le thème de cette première table ronde porte sur l'eau, cette ressource majeure dont nous sommes faits d'ailleurs, à 3/4 donc, et comment protéger ces ressources en eau et s'adapter au changement climatique. On en a vu bien sûr des exemples récents, donc on peut certainement dire que la prise de conscience s'accélère, mais on va le voir tout de suite, et surtout quels sont les liens, parfois pas si évidents, entre protéger l'eau et la biodiversité. Est-ce que quand on protège l'eau, on protège la biodiversité? Quand on protège la biodiversité, est-ce qu'on pense à protéger l'eau? Alors, premier de nos invités, je vais vous représenter chacun au moment où je vous donnerai la parole. Nicolas Hilbert, vous êtes directeur de la délégation Atlantique Dordogne pour les locaux de l'étape de l'Agence de l'eau. Votre périmètre d'action comprend les bassins versants. J'aime bien apprendre des nouvelles notions. Les bassins versants de la Charente, de la Dordogne et en aval de la Garonne. Vous avez passé 27 ans en collectivité territoriale, 18 ans dans les départements des Landes et du Gers. Sur l'environnement et l'agriculture depuis 9 ans à la région Nouvelle-Aquitaine, au cabinet du président Larousset. Et voilà, maintenant, vous dirigez la délégation Atlantique Dordogne de l'Agence de l'eau. Alors, l'Agence de l'eau, qu'est-ce que c'est? En l'occurrence, à Tour-Garonne, c'est un établissement public rattaché au ministère de la Transition écologique qui gère et préserve la ressource en eau, en qualité et en quantité. Et à ce titre, on peut retenir surtout que l'Agence de l'eau, elle est un peu le financeur des actions des collectivités territoriales, eau potable, assainissement, des associations, des syndicats intercommunaux pour la gestion des rivières, par exemple, la préservation des zones humides, on va en parler, et des poissons migrateurs, et pour la mise en place de programmes de réduction de solutions. Voilà, ça c'est le métier de l'Agence de l'eau, vous allez évidemment compléter. Alors, Nicolas Hilbert, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi on parle quand on parle de préservation de l'eau? Est-ce que c'est préserver la biodiversité? Et peut-être un zoom sur les actualités, évidemment, du Grand Sud-Ouest. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous faire un petit zoom et un petit retour en arrière, même si c'est un tout petit retour en arrière, puisque la sécheresse, on va dire, ça achevé il y a à peu près 15 jours, sur la sécheresse 2022 qui a quand même été assez particulière. Les scientifiques s'accordent à dire que l'année 2022 commence à nous éclairer sur ce que pourrait être une année moyenne en 2050, sauf qu'au lieu d'être un one-shot, ça sera des années qui vont se succéder. Et on a fait à l'Agence de l'eau une prospective sur la question de l'eau. Sur l'ensemble du Grand Sud-Ouest à Dour-Garonne, on estime aujourd'hui que l'été, pour toutes les activités humaines, on est déjà sur un déficit d'eau dans les rivières de 200 millions de mètres cubes à peu près. Si on ne fait rien et à activité constante et augmentation de population telle qu'elle est prédite, le déficit en 2050 il sera de 1,2 milliard de mètres cubes. Donc ça ne passe bien évidemment plus du tout. Et donc, et on y reviendra tout à l'heure, il y a un certain nombre de solutions, de techniques à mettre en œuvre pour pouvoir justement arriver à compenser ce déficit. Donc cette sécheresse, on l'a bien vu, donc elle a impacté très fortement par le manque de pluviométrie pendant pratiquement toute l'année, puisque sur l'année on a eu que 2 mois qui ont été avec une pluviométrie supérieure à la normale de saison. Tous les autres mois ont été déficitaires, et des températures qui au contraire ont été toutes au-dessus quasiment des normales de saison. Et donc, tout ça a entraîné un certain nombre de conséquences pour les activités humaines. Alors, on a beaucoup médiatisé justement les impacts qui ont été sur, on va dire surtout, la ressource en eau, surtout les particuliers, mais moins sur les effets, moins sur les milieux aquatiques et les espèces.
Il faut savoir que sur le bassin Adour-Garonne, on a eu plusieurs milliers de kilomètres de ruisseaux qui ont été en assec pendant 6 mois. C'est-à-dire qu'on est sur un régime qui ressemble à des oueds en Afrique du Nord. Et donc, bien évidemment, une mortalité de poissons et de la flore et de la microfaune de ces rivières très importante. Pour autant, cet impact sur les milieux, il touche aussi tout un autre cortège d'espèces. La biodiversité est très, 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 très large. Et donc, ce ne sont pas que les poissons, c'est vrai que c'est ceux qu'on voit et qui sont impactés les plus rapidement. Mais on a toute une quantité d'autres espèces, aussi bien animales que végétales, avec des espèces qui sont très très rares, notamment dans le sud-ouest, des espèces patrimoniales. Je pense notamment au vison d'Amérique, qui est une espèce qui est inféodée au milieu humide. Il faut savoir que le vison d'Amérique, on en parle peu. C'est une espèce qui, en termes de vulnérabilité et de... Excusez-moi, ça ressemble à quoi, un vison d'Amérique? Vous voyez un putois? Oui. Ben, c'est comme un peu comme un putois, un furet. Voilà, enfin c'est ça, mais marron foncé. D'accord. C'est en termes de menace d'extinction, c'est du même niveau que l'ours brun des Pyrénées. D'accord. Voilà. Donc on a des responsabilités patrimoniales très fortes sur ces habitats pour faire en sorte effectivement qu'on arrive à les préserver le plus possible. D'accord, merci. Merci pour ces premiers éléments de constat. Alors, Fabrice Sitterman, vous êtes à la direction régionale de l'environnement et de l'aménagement et du logement, c'est-à-dire la DREAL de Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes chef de service du patrimoine à l'ADREAL. Vous avez un parcours au sein de l'administration de l'État pendant 10 ans avec un engagement continu en faveur du climat et de l'environnement, et vous avez travaillé à ce titre sur des politiques internationales et européennes de lutte contre le changement climatique. Alors pendant longtemps, on pourrait dire que changement climatique et biodiversité, vous me disiez en préparant, c'était un peu chacun son couloir. C'était des problématiques qui étaient traitées séparément finalement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez qu'on arrive mieux à croiser les regards, derrière changement climatique, il y a sûrement préserver les ressources en eau, du coup, à croiser les regards entre changement climatique, ressources en eau, biodiversité, enfin, avoir une vision un peu plus complète? Bonjour à tous. De plus en plus, effectivement, mais déjà, il y a un premier lien, mais qui est assez évident, et qui aujourd'hui, je pense, quand même bien fait, c'est le lien entre eau et biodiversité. C'est le cas notamment dans la région Nouvelle-Aquitaine. Pour prendre un exemple, si on prend la carte ce qu'on appelle les sites Natura 2000 dans la région, donc sont des sites où il y a un intérêt fort pour la préservation des milieux naturels, des habitats et des espèces qui y vivent, on voit que ça se superpose, cette carte, en grande partie avec la carte des cours d'eau, des zones humides de la région. Donc on a, là où il y a de l'eau, il y a une biodiversité particulière et avec une forte valeur patrimoniale. Donc ce lien-là, il existe. Et après, il y a le lien à faire avec le changement climatique qui se fait petit à petit. Voilà, alors en ouverture, Nicolas Pereira évoquait l'impression de lenteur. C'est vrai qu'il faut du temps. Voilà, je me souviens quand j'étais dans les négociations internationales sur le climat, donc c'était au début des années 2010, le lien se faisait pas. On avait un bureau, moi j'étais dans un bureau qui s'occupait des négociations sur le climat. Juste à côté, au ministère, on avait le bureau qui s'occupait des négociations internationales sur la biodiversité, donc pareil au sein des Nations Unies avec la Convention sur la biodiversité, etc. Et c'était deux mondes. Voilà, je ne dis pas qu'on ne se parlait pas, mais il n'y avait pas de travaux croisés, de réflexions vraiment croisées. Et il a fallu petit à petit que ça se fasse, notamment au niveau scientifique, que c'est seulement en 2021, donc c'est tout récemment que le GIEC et puis son équivalent, on va dire, côté biodiversité, l'IPBES, se sont mis ensemble et ont produit un rapport sur les enjeux, un rapport conjoint sur les enjeux croisés, biodiversité et changement climatique. Donc on voit que ce mouvement, il se fait, mais petit à petit, et parce qu'on a en fait cette relation croisée entre climat et biodiversité, elle est double, c'est-à-dire que le changement climatique, il a un impact sur la biodiversité. C'est une des 5 grandes causes d'érosion de la biodiversité
au niveau mondial. Cet impact, il est soit on va dire direct, parce que le changement climatique va modifier les habitats des espèces, leur cycle biologique, leurs aires de répartition, etc. Mais il va aussi être indirect à travers l'impact du changement climatique sur l'eau. Et comme on a vu cette connexion entre l'eau et la biodiversité, derrière, les phénomènes de sécheresse, de baisse des niveaux des cours d'eau, etc., ont eux-mêmes un impact sur ces espèces. Donc ça, c'est le premier sens. Et le deuxième sens, c'est cette fois-ci pas l'impact du climat sur la biodiversité, mais regarder à l'inverse comment la biodiversité et plutôt sa préservation, ainsi que celle des milieux naturels et des milieux humides, va avoir un impact positif sur le climat, soit pour lutter contre le changement climatique, améliorer le stockage du carbone, etc., soit pour aider à s'y adapter, avec notamment tout le rôle des zones humides pour limiter les phénomènes de crues, etc. Donc ça, c'est les deux niveaux, et c'est une approche qui se développe de plus en plus, qu'on appelle des solutions fondées sur la nature. On en parlera, voilà, il y a d'autres tables rondes vraiment dédiées à cette question-là. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup. Alors avant de revenir aux zones humides et faire un petit zoom, et de passer après aussi la parole à Sybios, mais voilà, j'avais envie qu'on pose bien les constats avant, puis ensuite vous nous raconterez le biomimétisme, en quoi ça peut aussi faire partie des solutions. Vous avez évoqué le changement climatique comme étant une des 5 grandes causes de l'effondrement de la biodiversité. Fabrice, est-ce que vous pourriez, juste comme ça, vous sauriez nous dire les 4 autres, enfin nous résumer les 5 grandes causes, parce que je ne les ai pas en tête, moi, personnellement. En résumé, en vite, comme ça. Je ne pourrais pas faire les 5 tirets, vous nous les refaites? Donc voilà, il y a la lutte, enfin le changement climatique. Il y a la prolifération des espèces exotiques envahissantes. Invasives, voilà, d'accord. Voilà. Il y a la pollution voilà, des la milieux. Pollution des milieux, des différents compartiments de l'environnement. Il y a la fragmentation des habitats et artificialisation des sols. On va y revenir. Ouais. Voilà, ça fait 4. Et voilà, et il y en a une cinquième qui va vous revenir. D'accord. Qui me reviendra. Pardon pour la question piège, mais voilà, c'est bien. Ok, on a comme ça en tête les quelques gros leviers, quoi. Oui, pardon, la 5e, ça doit être la surexploitation des ressources naturelles, notamment surexploitation. En termes de pêche, etc. Ça me semble pas mal. Ça me semble bien compléter le tableau des plus grandes causes de l'effondrement de la biodiversité. Merci. Alors, justement, zone humide, artificialisation, est-ce que vous pouvez nous refaire, à partir de l'exemple des zones humides, nous démontrer à nouveau le lien entre eau et biodiversité? Alors, effectivement, l'importance des zones humides, on parle souvent de biodiversité et de l'impact que notamment le changement climatique a sur la biodiversité, mais principalement c'est un impact du changement climatique sur les milieux, et c'est les modifications et le fonctionnement des écosystèmes qui se retrouvent chamboulés et qui impactent et qui entraînent des problématiques sur les zones humides. La grosse problématique, effectivement, c'est, il y en a deux, on en a parlé, il y a la question des pollutions, en cas j'y reviendrai, mais c'est surtout le manque d'eau. Un milieu humide, sa fonctionnalité, c'est d'être en eau toute l'année pour les milieux aquatiques ou des zones humides en eau une partie de l'année, mais en tout cas, c'est ces spécificités qui entraînent qu'on a une faune et une flore spécifiques sur ces milieux-là. Il faut savoir que les zones humides et les milieux aquatiques, ce sont, en termes de biodiversité, des hotspots. C'est là qu'on trouve les espèces les plus intéressantes. Donc, bien évidemment, à partir du moment où on a un manque d'eau, on va avoir un impact derrière sur les espèces. Je vais vous donner un exemple pas très loin d'ici. Dans la forêt des Landes de Gascogne, on a un habitat, on appelle ça des lagunes. Ce sont des habitats qui sont uniques en Europe. C'est en gros des étangs forestiers qui sont très peu profonds. Ils font entre 50 et 50 cm et 1,5 m pratiquement de profondeur. C'est des dépressions dans le sable qui sont alimentées uniquement par la nappe phréatique de surface. Et donc, dans ces espaces-là, qui sont des milieux très acides, on trouve tout un cortège de faune et de flore qui sont vraiment très spécifiques, très menacés, et beaucoup d'espèces rares et protégées. La problématique, c'est qu'effectivement, le changement climatique amène une baisse de la pluviométrie, entraîne une augmentation de l'évapotranspiration, c'est-à-dire la respiration des plantes qui consomment l'eau du sol.
Et donc ces différents facteurs peuvent amener plus rapidement et de manière plus longue une baisse de ce niveau de nappe et donc un assèchement de ces milieux. Et ces milieux, si on se retrouve avec des milieux qui sont asséchés pendant 6 mois, 8 mois, on va petit à petit avoir une transformation de la flore. Et puis, c'est des milieux, le cortège de libellules, qui par exemple est très très rare sur ces milieux, va disparaître. La reproduction des amphibiens va se retrouver également impossible sur ces espaces. Et donc, c'est des milieux qu'on va perdre. Et une fois que des zones humides, on les a perdues, on a perdu les espèces sur ces sites-là, de la restauration dans quelques années pour la remettre en eau ne rattrapera pas la perte de biodiversité qu'on aura eue sur ces espaces. Donc il est primordial d'arriver à les préserver le plus possible. Et on ne peut pas se dire qu'on les rattrapera après. Alors ça, c'est pour les zones plus rurales, les landes, etc. Mais alors en ville, la question se pose comment du coup sur les... Parce que la ville aussi a ses zones humides où doit les préserver justement. Alors la problématique en zone périurbaine, c'est effectivement, on en a parlé, l'artificialisation. Il faut savoir que l'artificialisation par an, ça représente à peu près 30 000 hectares en France. 30 000 hectares, pour ordre de grandeur, c'est la superficie de la forêt landaise des Landes de Gascogne qui a brûlé cet été, ou c'est 6 fois la surface de Bordeaux. Donc c'est plus 30 000 hectares artificialisés par an. Exactement. Hein. Et donc le principe de l'artificialisation et de la définition, c'est quand on change l'affectation de milieux naturels, forestiers ou agricoles à but d'aménagement. D'aménagement humain, quoi. Aménagement humain. Donc, en règle générale, effectivement, ça entraîne la disparition pure et simple de ces habitats. Donc, bien évidemment, on ne fait plus de culture sur ces zones-là. Et quand c'est une zone humide, en règle générale, elle est drainée et elle perd toutes ses qualités en termes de biodiversité. D'accord. Vous pouvez nous faire aussi juste un petit distinguo entre artificialisation et imperméabilisation, parce que c'est souvent une confusion qu'on fait. Alors, donc la problématique de l'imperméabilisation, c'est effectivement recouvrir le sol naturel par une couche. Alors, en règle générale, c'est du bitume qui est totalement imperméable. La problématique de cette imperméabilisation, c'est qu'on va accélérer le ruissellement de l'eau qui tombe sur les villes. Donc cette eau va entraîner des crues plus massives et des problématiques sur notamment les réseaux d'eau, avec quelquefois des débordements des stations d'épuration et donc des pollutions des cours d'eau. Cette eau qui ruisselle va aussi entraîner avec elle un certain nombre de polluants, donc des résidus d'hydrocarbures, ce qu'on appelle les HAP, mais également, et on n'y pense pas, plein de microplastiques, de micro-caoutchouc, puisque les pneus s'usent sur la route, et donc ça crée effectivement des polluants qui partent à la rivière. Pour autant, quand on parle d'artificialisation, ce n'est pas que de l'imperméabilisation. Je vais vous prendre un exemple. Quand dans une commune, on crée un lotissement, on va artificialiser l'ensemble du périmètre du lotissement. Pour autant, ce qui sera imperméabilisé, c'est juste la surface de la maison et les terrasses autour. Oui. Le jardin reste perméable et donc permet effectivement une infiltration. Pour autant, le jardin a consommé de l'espace naturel ou de la forêt ou de la zone agricole. D'accord. Donc il a été le jardin artificialise, mais il n'imperméabilise pas. Voilà, ok. Merci pour ces précisions. Alors avant d'en venir aux pistes de solutions, du côté de la mise en application, n'est-ce pas, des lois ou du côté des aménagements ou du financement, je vais vous présenter Juliette Verseux de Sybios, qui elle nous présentera Sybios parce qu'elle le fera mieux que moi. Elle est chargée de mission et de recherche et innovation au pôle biomimétisme marin en particulier. C'est pour ça aussi qu'on a trouvé intéressant que vous puissiez intervenir pour, en plus de l'eau douce, venir ajouter l'eau salée et le milieu marin dans ce débat. Et peut-être déjà commencer par définir le biomimétisme. Le biomimétisme, parce que c'est un mot qu'on emploie beaucoup, il faut bien se souvenir que ça veut dire s'inspirer du vivant pour innover. Voilà, donc c'est regarder comment on le fait le vivant et que ça puisse nous donner des idées, si je le dis simplement. Donc, Sybios, que faites-vous chez Sybios ? Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation et l'opportunité de parler du biomimétisme dans un événement tel que celui-ci. Alors, le Sybios, on est une société à but non lucratif
qui vise à déployer le biomimétisme pour aider à répondre aux enjeux de la transition écologique et sociale. Donc on fait énormément de choses, je ne vais pas tout citer, mais parmi nos missions, on explore les opportunités du biomimétisme, donc comment le vivant peut nous inspirer pour répondre à un certain nombre de nos enjeux. Et ces explorations, elles peuvent se faire par différents axes. Donc d'abord, l'axe de l'écosystème. Donc si on parle de biomimétisme marin, par exemple, on va aller s'inspirer spécifiquement des organismes qui évoluent dans le milieu marin. Ça, c'est très intéressant parce que la vie est apparue sur Terre il y a 3,8 milliards d'années. Et pendant 3 milliards d'années sur ces 3,8, elle a été uniquement marine. Donc c'est une biodiversité qui est très ancienne et qui, au cours de son évolution, a déployé un certain nombre de stratégies pour répondre à ses fonctions biologiques, donc comme l'ancrage, le déplacement, la lutte contre les contaminations bactériennes, par exemple. Et finalement, répondre à tout un tas d'enjeux auxquels nous-mêmes on est soumis quand on parle de nos activités liées à l'océan. Donc c'est un des écosystèmes les plus riches et les plus anciens, et en même temps les moins connus aussi, finalement, hein, de tous ceux qu'on étudie. C'est sans doute les fonds marins qui sont voilà, pour lesquels on a encore le moins de connaissances, presque moins que de ce qui se passe dans l'espace. Exactement. Voilà. Aujourd'hui, on a cartographié moins de 10% des surfaces de l'océan au-delà de 200 mètres de profondeur, et en parallèle, on a cartographié avec précision la Lune et Mars qui sont beaucoup plus loin. Donc il y a un vrai besoin de découverte et de caractérisation de cette biodiversité marine pour nous apporter encore plus de solutions. Donc ça, c'est l'observation, ça c'est une de vos missions, bien sûr, mais après vous avez évidemment des systèmes de bureaux d'études et d'accompagnement des entreprises, du coup. C'est ça. Donc on accompagne effectivement les entreprises à trouver des solutions pour répondre à leurs enjeux dans le vivant. Donc on les accompagne depuis la reformulation de la problématique pour pouvoir finalement faire ce lien entre problématiques industrielles et vivant, et jusqu'au prototypage pré-industriel. Par exemple, vous m'aviez partagé un exemple d'innovation thermique. Oui. Vous pouvez nous en dire un petit mot pour illustrer ? Alors, on ne peut pas parler évidemment de tous les projets industriels qu'on accompagne, mais dans les exemples qu'on peut citer, si on prend un exemple très très simple de comment ça se passe dans la pratique, une entreprise souhaiterait trouver une solution innovante pour un système thermique. Nous, on va aller regarder quelles sont les différentes manières dont le vivant gère les échanges thermiques. Donc on va aller s'intéresser aux organismes qui vivent dans les milieux polaires, par exemple, si on veut conserver de la chaleur, mais aussi dans les milieux où il fait plus chaud, justement, comment dissiper cette chaleur. Et on va trouver un certain nombre de stratégies qui vont nous permettre de répondre à ces problématiques-là. Et d'inspirer des réponses, cette fois, humaines à la même question. D'accord. Donc si on regarde le vivant, en plus nous sommes faits à 3/4 d'eau, on l'a bien compris, donc on apprend forcément des choses aussi sur comment faire avec l'eau, d'où la raison évidemment de votre présence ici. Donc le lien entre eau et biomimétisme, vous allez nous en parler. Et puis plus largement même la question de la ressource, parce qu'on parle de protéger la ressource, et de toute façon le vivant sait très bien faire ça. Donc d'abord un petit zoom sur l'eau en particulier. Donc effectivement, l'eau, c'est un élément qui est indispensable à la vie. On l'a dit, mais on va le répéter encore. C'est un des constituants majeurs des systèmes biologiques. Et donc, le vivant a développé tout un tas de stratégies en termes de captation de cette eau, notamment dans les milieux arides, où c'est un élément qui est rare. On peut citer quelques exemples peut-être d'applications concrètes. On connaît le scarabée du désert, donc qui est un scarabée qu'on voit souvent au petit matin lever ses fesses. Donc c'est pas pour se faire bronzer, mais c'est pour simplement capter l'humidité qui est ambiante dans l'air, dans les milieux désertiques. Et en fait, la structure de sa carapace, qui est constituée en partie de petites parties hydrophiles, donc ils vont condenser l'eau, et d'autres parties hydrophobes, donc l'eau va se transformer en gouttes et glisser directement dans sa bouche. Et ça inspire des systèmes de captation, de récupération d'eau dans l'air, dans les milieux arides. Ensuite, il y a aussi tout un tas de stratégies qui permettent de filtrer l'eau. Et donc ça, c'est très intéressant pour nos sociétés humaines, pour la préservation de la ressource, parce que ça peut amener à des solutions de traitement de cette eau. On parlait tout à l'heure, on évoquait les hydrocarbures. Il y a
a des solutions qui s'inspirent des systèmes de filtration naturelle des sols, donc notamment une solution qui est développée par une société française qui s'appelle Tenket Aquavia, et qui finalement est un revêtement textile qui permet de capter les hydrocarbures qui ruissellent le long des routes, et grâce à un système ingénieux où il favorise le développement du microbiote capable de dégrader ces hydrocarbures, filtre finalement cette eau avant qu'elle ruisselle au sein des nappes phréatiques. De façon naturelle. De façon naturelle. On a d'autres exemples si j'ai le temps. Vous avez un peu le temps, on est ok, ensemble jusqu'à parfait. 10h30, donc voilà, on a un Ok, petit peu le temps. En termes de traitement de dépollution, si on veut un exemple aussi local, on a 2 chercheurs de l'Université de Bordeaux qui étudiaient la manière dont les méduses réagissaient au stress chimique. Ils se sont aperçus que lorsqu'elles étaient mises en contact avec des nanos et des micropolluants, elles sécrétaient un mucus capable de les capter. Et donc aujourd'hui, une entreprise basée sur ces travaux de recherche essaye de reproduire la composition, le maillage moléculaire de ce mucus pour pallier justement à ces traitements, à ces pollutions nano et micro qui sont très difficiles à capter. Merci. Alors moi j'ai en tête un exemple aussi donc tout organisme vivant gère de l'eau en fait et a inventé des stratégies pour traiter l'eau. Et les arbres, par exemple, aussi. Alors, j'ai entendu parler d'engrais sonores, par exemple, de la part des oiseaux, puisque le chant des oiseaux au printemps, on est dans un pays de vignes, vous le savez, ici, et donc le chant des oiseaux au printemps, qui est particulièrement vif et très présent, émet des ondes sonores aiguës qui en fait vont aller stimuler les stomates. Les stomates, c'est comme les pores de la peau, mais chez les végétaux, c'est-à-dire c'est ce qui s'ouvre et qui se ferme pour justement aller capter l'humidité ou la retenir en cas de sécheresse. Et donc le chant des oiseaux va stimuler l'ouverture des stomates des vignes au printemps, pour aussi faciliter la photosynthèse. Et puis, quand l'été arrive, qu'il y a moins d'oiseaux, moins de chants d'oiseaux, ça tombe bien parce que c'est le moment où les stomates doivent se refermer pour garder l'humidité à l'intérieur, étant donné l'état de sécheresse à l'extérieur. Voilà. Donc je trouve que c'est d'abord merveilleux, je trouve que c'est quand même génial, tout est là. Enfin, voilà, on peut regarder le vivant, en effet, et souvent on constate que finalement, tout a été particulièrement bien pensé. Je ne sais pas si quelqu'un l'a pensé, mais en tout cas, c'est là. Et du coup, c'est vrai que c'est une source d'inspiration tout à fait intéressante. Alors, on va parler du coup maintenant du versant solution, chacun sous vos angles, parce que vous avez des métiers et des surfaces d'action différentes. Et donc, c'est bien de pouvoir, avec chacun d'entre vous maintenant, regarder quelles sont les solutions que vous apportez, en quoi vous accompagnez les entreprises d'aménagement, les entreprises que vous accompagnez, en quoi vous les soutenez et comment. Monsieur Nicolas Hilbert. Merci. Donc effectivement, vous l'avez compris, sur la question de la biodiversité, on travaille beaucoup sur les milieux naturels. Et donc la problématique qui va se poser à nous demain, c'est la ressource en eau et au-delà du sujet de la qualité de l'eau, surtout la quantité d'eau. Donc on travaille, et l'Agence de l'eau est en train de développer un certain nombre de partenariats pour mettre en place ce qu'on appelle un mix de solutions pour pouvoir effectivement nous assurer qu'on arrive à réduire ce déficit en eau qu'on pourrait avoir dans les milieux, dans les rivières d'abord et dans les milieux naturels derrière. Donc ça passe par plusieurs solutions. On travaille beaucoup notamment avec EDF sur comment optimiser la mobilisation de l'eau qui est stockée dans les barrages hydrauliques, hydroélectriques, pour pouvoir faire du soutien d'étiage l'été et donc larguer un petit peu d'eau, voire même beaucoup dans les rivières pour compenser le manque. On promeut beaucoup, on travaille sur certains territoires sur le développement de l'agroécologie avec le monde agricole. Parce qu'effectivement, quand on parle de solutions fondées sur la nature, on en a un certain nombre qui viennent de l'agriculture. Je vais prendre un exemple, ce qu'on appelle l'agriculture de conservation des sols, qui est le fait de ne plus labourer les sols et de garder un couvert végétal permanent sur les sols. Non seulement ça va améliorer la structure du sol, et donc le sol aura un effet éponge beaucoup plus important, et donc stockera beaucoup plus d'eau. Donc après une pluie ou un orage l'été, ça fera de l'eau stockée dans le sol pour les plantes, mais facilite également le transit de cette eau et évite son ruissellement et le transit de cette eau vers les nappes phréatiques.
Donc, Sur l'agriculture, les voilà. questions d'agriculture, juste une petite parenthèse, elles seront vraiment traitées en tant que telles en début d'après-midi. D'accord. Agriculture régénératrice, santé des sols. Voilà, donc ils reviendront très certainement Oui. sur ces sujets-là. Après, bien évidemment, et même si le mot commence à être à la mode de sobriété, on ne coupera pas à des économies d'eau, bien évidemment, hein, que ce soit pour le monde agricole, mais également pour le monde industriel, et puis pour nous, citoyens. On l'a vu cet été à certains endroits. Effectivement, il y a des efforts à faire. Et puis, je mets juste un petit focus sur un sujet que pousse beaucoup l'Agence de l'eau aujourd'hui, qui est très développé dans d'autres pays comme l'Italie et l'Espagne, très peu en France, ce qu'on appelle la réutilisation des eaux usées en sortie de stations d'épuration. On est typiquement, et ça fera le lien là pour le coup avec demain, sur ce qu'on appelle de l'économie circulaire de l'eau, c'est-à-dire que l'eau qui sort des stations d'épuration, qui finalement n'est pas vraiment un déchet, mais quand même une eau un peu chargée, qui retourne dans le milieu naturel, là pour le coup peut être réutilisée pour un certain nombre d'activités, donc soit pour de l'irrigation de l'agriculture, donc de manière périurbaine dans le cadre de plans alimentaires territoriaux pour irriguer du maraîchage ou de l'arboriculture par exemple, mais également on peut servir à l'arrosage de golf. Par exemple, Royan fait ça, donc on a bien vu qu'il y a eu une polémique cet été sur l'arrosage des golfs. C'est peut-être une solution, effectivement, pour éviter d'utiliser effectivement de l'eau potable pour les golfs, ou pour irriguer ou arroser les équipements publics ou les espaces verts. Ok, merci. Et alors, peut-être, vous nous direz pour la fin, comment, vous qui bossez beaucoup avec les entreprises, les collectivités territoriales, etc., voilà, comment est-ce qu'aujourd'hui, le niveau de prise de conscience et d'intégration de cette question de l'eau dans les plans d'urbanisation, etc., vous nous direz peut-être ça pour terminer, si vous voulez bien. Fabrice Sitterman, un focus peut-être sur les quelques politiques et actions dans ce domaine, puisque vous êtes, vous, en charge en tant que DREAL de mettre en œuvre ces politiques, et que vous pouvez nous en parler sur la préservation des zones humides, sur le rôle du réseau des aires protégées, peut-être. Oui, tout à fait. Alors, DREAL, on est le service de l'État en région qui, dans un premier temps, déjà applique, met en œuvre les politiques environnementales et la réglementation. Donc, il y a bien sûr tout le volet réglementaire, mais que je ne vais pas développer ici pour protéger les territoires, les sites à plus forts enjeux en termes de zones humides, en termes de biodiversité. Il y a des exemples intéressants aussi en termes de réglementation sur certains territoires. Je pense par exemple sur le territoire île-Drône, qui est un bassin versant sur lequel, dans le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, dans son règlement, il y a eu une décision d'interdire toute destruction des zones humides. Donc là, c'est un peu le maximum réglementaire vers lequel on peut aller sur un territoire. Mais là, je voudrais plutôt développer des approches qui ne sont pas directement réglementaires, mais plutôt comment est-ce qu'on va s'appuyer sur certains sites, certaines aires protégées pour vraiment mettre un peu en œuvre ces solutions fondées sur la nature. On a une de nos missions à la DREAL, c'est le pilotage de la mise en œuvre de la stratégie des aires protégées, donc avoir un réseau d'aires protégées de plus en plus important. Il y a des objectifs forts en la matière. Et parmi les différents types d'aires protégées qui existent, on en a avec un niveau de protection assez fort, qui sont les réserves naturelles nationales. On en a 22 en Nouvelle-Aquitaine. Et au-delà du fait que ce sont des sites à très forts enjeux écologiques, et donc qu'on protège avec différents moyens, outils. Au-delà de ça, une réserve, voilà, c'est pas juste un territoire qu'on met sous protection, c'est un territoire où il se passe des choses et où c'est un peu un laboratoire aussi d'innovation ou d'expérimentation de ces solutions et de modalités de gestion qui vont prendre en compte aussi le changement climatique. Donc je prendrai juste sur les 22 réserves qu'on a dans la région deux exemples. Le premier qui est sur la réserve naturelle nationale du Pinail dans la Vienne, donc pas très loin de Poitiers, où il y a une problématique forte vis-à-vis du changement climatique, puisqu'en fait c'est
c'est un site humide, de zone humide, qui est en tête de bassin versant et sur un plateau. Donc ça veut dire qu'il est extrêmement dépendant de la pluviométrie pour maintenir sa fonctionnalité de zone humide. Et donc dès que il y a les impacts du changement climatique avec la sécheresse, etc., ça a directement un impact très fort sur ce site qui a été labellisé l'an dernier au titre de la Convention internationale Ramsar, donc sur la protection des zones humides. Et autour de cette labellisation internationale, il y a toute une dynamique qui se crée aussi sur comment est-ce qu'on peut maintenir et même améliorer le fonctionnement de cette zone humide dans le contexte de changement climatique, avec un objectif qui est essentiel, qui est celui de garder l'eau sur le territoire, de ralentir les écoulements. Pendant des années ou des décennies, la logique c'est de lutter contre l'eau, quand même, beaucoup. A été plutôt de lutter contre l'eau, de la dévier, de la drainer, etc. Et donc aujourd'hui, finalement, on réfléchit à l'inverse. Donc il y a tout un travail de diagnostic pour comprendre comment fonctionnent ces zones humides, le fonctionnement hydraulique, et ensuite comment est-ce qu'on améliore ce fonctionnement. C'est-à-dire, par exemple, on neutralise des fossés qui avaient été mis en place et qui finalement faisaient accélérer comme ça cette sortie de l'eau du territoire. On restaure des cours d'eau, etc. Donc ça, c'est un premier exemple sur une réserve qui permet d'aller plus loin et finalement d'aider cette zone humide à le rester dans un contexte où le changement climatique va l'impacter de plus en plus. Le deuxième exemple, qui va plus sur le domaine littoral et marin aussi, parce qu'on a en Nouvelle-Aquitaine une façade maritime importante, c'est la réserve naturelle nationale de Moës-Oléron, donc qui est à cheval entre l'île d'Oléron et puis la côte, là, au niveau de la Charente-Maritime, au niveau des marais de brouage. Et cette réserve est un des sites sur lesquels il y a un projet qui se met en place, donc un projet, ce qu'on appelle projet LIFE, avec des financements européens, et qui est le LIFE Adapto, c'est-à-dire comment est-ce que sur le littoral, ces territoires naturels s'adaptent au changement climatique avec un principe plutôt de ce qu'on appelle la gestion souple du trait de côte, c'est-à-dire comment on laisse petit à petit finalement la nature et l'impact du changement climatique avec l'élévation du niveau de la mer se faire et empiéter sur les zones naturelles. En fait, l'idée, c'est de laisser faire la nature naturellement pour voir ce que ça fait et que ça puisse être un laboratoire d'observation. Exactement. Finalement, c'est là qu'on est sur une approche expérimentale parce qu'on va pouvoir regarder sur une réserve. Finalement, le territoire s'y prête assez bien. Il n'y a pas trop de problématiques d'urbanisation et donc d'habitants à protéger avec des digues. Et donc de pouvoir faire aussi un peu de prédictif sur d'autres zones. On fait du prédictif. On voit sur ce site, en fait, il y avait des digues en terre qui avaient été construites, mais qui petit à petit sont ébréchées avec les assauts de la mer. Et donc plutôt que de renforcer ces digues régulièrement, finalement on va laisser ces brèches et réfléchir à qu'est-ce qu'on fait de ce site et comment on accompagne sa maritimisation. D'accord, très bien, merci beaucoup. Ça sont des exemples après qui peuvent être dupliqués sur d'autres types de territoires. Mais merci de nous faire entrer comme ça dans la technicité aussi de vos métiers, parce que voilà, c'est des champs qui nous échappent au quotidien, nous, simples citoyens, j'ai envie de dire. Par rapport à ça, on va passer tout de suite du coup à la question, c'est-à-dire les collectivités, les entreprises. Est-ce que on en est au début, au milieu, déjà un bon endroit de la prise de conscience de tous ces éléments à prendre en compte? Alors, vous diriez quoi? Ça dépend des territoires, ça dépend effectivement des volontés politiques aussi. Sur la gestion quantitative, l'agence de l'eau qui au-delà des financements, apporte aussi sa compétence technique et d'ingénierie. On travaille beaucoup avec ce qu'on appelle les établissements publics de bassin, qui sont des syndicats mixtes qui gèrent la ressource en eau à l'échelle d'un bassin versant. Donc on est en train de travailler avec eux. À l'échelle d'un bassin versant, juste vous nous traduisez. Un bassin versant, la rivière, je vais prendre l'exemple de la Charente, la rivière Charente avec tout son chevelu
tous ces petits affluents, Le chevelu, c'est tous les petits les affluents. petits cours d'eau, c'est ça qu'on appelle le bassin versant. D'accord. C'est-à-dire, en gros... C'est tout ce qui fait la Charente, pour finir, quoi. Tout ce qui permet à la Charente d'être la Charente, quoi. Exactement. Voilà. D'accord. Donc, Et il y tout- a tout une le gestion territoire. globale du territoire et on est en train de travailler avec eux, effectivement, sur des feuilles de route pour pouvoir voir comment on peut se donner des marges de manœuvre en termes de quantité et réduire cette question de déficit. Ensuite, pour notamment les collectivités, elles ont plusieurs leviers d'action. Alors ça dépend effectivement, ce que je disais, c'est une volonté politique également. Elles ne sont pas toutes au même niveau. Il y en a certaines, on est au démarrage de la prise de conscience. Par exemple, sur les questions de désimperméabilisation, on est au tout début du travail. Pour autant, de plus en plus de communes s'y mettent et commencent à désimperméabiliser des zones. En règle générale, ça commence souvent par les cours d'école. Hein. Il y a des projets sur Bordeaux notamment. Mais les collectivités doivent aussi aller plus loin, c'est-à-dire c'est bien de désimperméabiliser, mais il faut éviter d'imperméabiliser. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait aussi une vraie réflexion en termes d'urbanisme et de mettre en place des règles dans les documents d'urbanisme pour limiter le plus possible cette imperméabilisation, ou en tout cas s'assurer que l'eau qui va ruisseler sur cette imperméabilisation puisse bien être infiltrée sur place dans le terrain naturel et ne viennent pas dans les réseaux d'eau potable, d'assainissement. Sur la question de la réutilisation des eaux usées traitées, c'est un sujet qui commence à intéresser les collectivités. Chaque fois qu'on en parle maintenant avec des collectivités, ça leur donne des idées. Soit pour régler un problème, il y a quelquefois des communes, Royan est assez en pointe là-dessus, est en train de faire des expérimentations, parce qu'ils se sont rendus compte que leur rejet de stations d'épuration pouvait entraîner une dégradation de la qualité de l'eau de leur plage. Donc, en gérant effectivement différemment ces eaux usées, ça leur permet de fournir de l'eau pour l'irrigation périurbaine, mais également de se sortir d'une problématique. Voilà. Donc, comme la réutilisation peut prendre plusieurs aspects, en fonction des collectivités, elles arrivent toutes à un moment ou à un autre à trouver un intérêt pour elles. Et les industriels aussi. Alors les industriels, on les accompagne également dans la journée, voilà, dans des changements de process. La problématique de l'industriel, et notamment sur les industries agroalimentaires, c'est de s'assurer que l'été, ils aient assez d'eau pour pouvoir pomper pour leur process industriel, mais également que le milieu récepteur, que le cours d'eau soit en capacité de diluer l'effluent, l'eau chargée qui sort de l'usine et qui doit être diluée dans la rivière. Donc ils sont aussi en première loge de ces problématiques de changement climatique. Et de plus en plus contraints aussi sur le sujet de toute façon. Oui. Alors eux aussi vont devoir rentrer dans des logiques d'économie circulaire. Ils le font déjà, on va le voir. Et de réutilisation de l'eau dans leur process. Très bien. Donc il y a quand même un vrai gap, vous diriez, en ce moment, d'intérêt porté sur ces questions. Et il faut savoir que donc le gros outil, c'est effectivement les documents d'urbanisme. L'eau n'est pas prise à sa juste valeur dans le développement et les aménagements et les documents d'urbanisme, alors que ça doit devenir de plus en plus central dans la réflexion qu'on doit mener sur la ville de demain. Et je ne parle même pas des problématiques d'îlots de chaleur ou ce genre de choses. Merci. Alors du coup, il nous reste, j'ai vérifié, on peut prendre 5 minutes et on sera quand même à l'heure, d'accord ? Donc on va terminer avec le biomimétisme. Non seulement on a compris que les êtres vivants font des choses avec l'eau qui peuvent effectivement nous inspirer, mais pas que avec l'eau. En fait, ils gèrent la ressource. Le système vivant gère la ressource en permanence et il fait ça très bien. Voilà, comment vous pouvez nous en parler en quelques mots ? Donc effectivement, le vivant dépend d'intrants externes, donc évidemment l'eau, mais aussi l'énergie, la matière. Le vent, la matière, oui. Oui, exactement. Toutes les interactions qu'il a avec son environnement sont autant de ressources pour lui. Et il est évidemment soumis aux variations des quantités de ces ressources. Et du coup, au cours de l'évolution, finalement, le vivant a appris à faire beaucoup avec peu.
Donc notamment, si on se pose la question de l'utilisation de la matière, par exemple, les matériaux du vivant sont composés en majorité d'atomes qui sont très abondants. Le carbone, l'hydrogène, l'azote. On a très très peu de composés rares parce que voilà, ce serait évidemment un cul-de-sac pour le vivant. On peut se poser aussi la question de l'énergie. Le vivant n'utilise que des énergies de flux, donc majoritairement l'énergie solaire, qui est l'intrant énergétique principal des systèmes biologiques. Il ne se base pas sur des énergies de stock parce que le jour où il n'y en a plus, il disparaît. Donc voilà, c'est tout un tas Donc finalement, il a un instinct qui est bien fait. Il est économe en ressources, il fait avec très peu, en tout cas juste ce qu'il faut. Il fait avec du local aussi en général, et il fait avec ce qui est abondant. Exactement. Pour pas aller puiser dans ce qui est rare. Si je résume, c'est à peu près ça. C'est ça. Ok, super. Et alors du coup, on a parfois l'image aussi que si on voulait faire dans nos industries, nos entreprises, quels que soient nos métiers finalement, du biomimétisme, il faudrait forcément aller faire de la biotech, enfin voilà, avoir des microscopes, des laboratoires qui travaillent à ce biomimétisme. Cette image un peu high-tech du biomimétisme, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? C'est en partie vrai, parce que les systèmes vivants sont des systèmes très complexes et il faut effectivement un certain savoir-faire technique. On en est qu'aux prémices, on est très très loin aujourd'hui de la complexité du vivant. Mais au-delà de ces aspects très high-tech, très techniques, il y a un certain nombre de grands principes dont on peut s'inspirer au quotidien, dans la manière dont on pose notre innovation, dont on pense nos villes, dont on pense nos interactions finalement avec les différentes espèces. On peut s'inspirer de grands principes, ce qu'on appelle les grands principes du vivant, qui sont finalement des principes de bon sens. Donc on parlait justement de la gestion de la ressource optimisée. Ça peut être également misé sur la coopération. Il y a beaucoup plus d'interactions positives entre espèces dans le vivant que d'interactions négatives type prédation ou compétition. Donc ça, c'est essentiel. Voilà, se challenger, observer au quotidien le vivant qui nous entoure et s'inspirer finalement de ce qui fait qu'un système biologique est résilient, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc miser sur la diversité également, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, par exemple, 5 principes faciles, enfin de bon sens finalement aussi, qu'on peut mettre en place, quels que soient les métiers, quels que soient les moyens aussi qu'on a à sa disposition. Il y a le réflexe d'utiliser des ressources locales et abondantes, transformer les déchets en ressources, se demander comment on peut faire ça tout le temps. L'auto-organisation aussi, vous disiez, à partir du moment où chaque ingrédient est bien à sa place, à un moment donné, ça fait quelque chose, quoi. C'est presque, ça vient d'un code, quoi, d'un ADN. Donc faire de la place au plan spontané d'organisation, quoi, quelque chose comme ça. Miser sur la coopération et la symbiose. Et puis, vous disiez, miser sur la diversité comme facteur clé de résilience, d'adaptabilité, d'agilité. Ouais, on l'a vu cet été avec les incendies, effectivement. Une forêt de monoculture est bien moins résiliente qu'une forêt où il y a plusieurs essences. Finalement, on arrive beaucoup mieux à repartir quand on a une diversité d'espèces qui chacune ont un rôle dans l'écosystème et qui lui permet finalement de se régénérer. Donc mettons aussi de la diversité dans les équipes. Voilà, d'ailleurs, la parité, ça participe de la diversité, je le signale au passage. Un mot de la fin, peut-être, pour vous, Juliette. Oui, c'est une dure tâche que de dire le mot de la fin, mais s'il y a une chose que j'aimerais inviter chacun et chacune à retenir, c'est justement cette nécessité de recréer le lien de nos sociétés avec le vivant. Puisqu'on respire biodiversité, on mange biodiversité. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est la biodiversité. Et il y a un vrai besoin juste de repenser chacune de nos activités en lien avec les autres espèces du vivant, dont on est une espèce parmi tant d'autres. Donc, remettons du vivant, quel qu'il soit, dans notre quotidien. Ça nous permettra aussi de continuer à s'émerveiller sur les stomates, les chevelus des rivières et autres. Remettons du vivant et essayons, nous aussi, quand on pense nos systèmes, à rendre, au même titre que les espèces vivantes nous rendent des services écosystémiques, à nous-mêmes penser la façon dont on interagit avec elles, à leur rendre des services également. Bien sûr. Merci beaucoup à tous les trois. On arrive au bout de cette table ronde. Ça vous convient ? Vous auriez quelque chose absolument... c'est bon pour vous ? Super, merci beaucoup de votre attention. On peut vous remercier du temps disponible et de vos témoignages. Merci à vous.